tous, moi je suis Mélanie Simoni, je suis directrice adjointe administrative à l'Institut pour la recherche en santé publique, l'IRESP. Et aujourd'hui, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouveau café de l'IRESP. Alors, nos cafés se présentent comme des formats courts de valorisation des résultats de recherche financés par l'Institut. Et notre pari, c'est de consacrer 30 minutes à la présentation de résultats d'une recherche finalisée ou qui arrive à son terme et d'échanger ensemble sur le sujet. Pour ce 15e café, alors je suis très heureuse d'accueillir Madame Nathalie Tilly, PUPA Santé publique, et Aurélie Beauquier, chercheuse, toutes les deux qui travaillent à l'unité Inspire, qui est rattachée à l'INSERM et à l'Université de Lorraine. Elles vont présenter la recherche intitulée PrEV-HPV. Alors, c'est un programme de recherche pour améliorer la couverture vaccinale contre les papillomavirus humains. La présentation va porter sur les différentes phases de ce programme, ses méthodes innovantes et aussi les principaux résultats. Vous pouvez poser toutes vos questions lors de l'intervention par écrit dans le chat. Et je serai accompagnée pour ma part de Élodie Tiffen, qui est chef de projet en communication, qui, à la fin de l'intervention, posera les questions à nos deux intervenantes. Je vous souhaite un très bon café et Nathalie, Aurélie, je vous passe la main. Merci Mélanie et bonjour à tous. Bienvenue dans ce café de l'IRESP où nous allons vous parler du programme de recherche PrEV-HPV qui consistait à améliorer la couverture vaccinale contre les papillomavirus. Je ne vais pas nous représenter puisque Mélanie l'a fait, mais Aurélie et moi, nous tenions à vous dire que nous représentons aujourd'hui le consortium PrEV-HPV qui est un ensemble de chercheurs qui a travaillé autour de cette thématique. Assez rapidement, pour vous présenter le plan que nous allons suivre, quelques mots du contexte pour vous dire ce qu'est le programme PrEV-HPV. Nous ferons un petit focus sur la construction des interventions pour améliorer l'adhésion vaccinale et notamment sa co-construction avec les parties prenantes. Nous vous présenterons rapidement quelques livrables et nous vous présenterons 2-3 résultats de l'essai d'expérimentation en vie réelle que nous avons réalisé. Nous terminerons par une discussion avec les leçons et les recommandations. Alors, rapidement, le contexte, ce n'est pas une recherche dont on parle, mais plutôt d'un programme de recherche avec différentes phases qui se sont succédées les unes aux autres. On a d'abord la première phase qu'on a appelée phase diagnostique, où l'objectif était d'évaluer les connaissances, les croyances, les attitudes, les préférences en termes de communication, les leviers et les barrières à cette vaccination dans différentes populations cibles, les adolescents au collège, leurs parents, les professionnels des collèges et les médecins généralistes. Donc, cette phase s'est déroulée de septembre 2019 à février 2021. Et ensuite, à partir des résultats de cette phase où on a conduit plusieurs enquêtes, nous avons co-construit 3 interventions. 3 interventions dont on présumait qu'elles seraient efficaces pour améliorer l'adhésion vaccinale. Aurélie vous présentera ensuite avec un peu plus de détails ces 3 interventions. Une fois qu'elles étaient construites, ces 3 interventions, nous sommes passés à la phase expérimentale où nous avons mené un essai contrôlé, randomisé dans 91 communes et collèges pour tester ces interventions et notamment pour évaluer leur efficacité et leur implémentation. Alors, concernant les aspects méthodologiques, en concertation avec l'IRESP, nous avons fait le choix de faire un focus sur le processus de co-construction des interventions, comme vient de le dire Nathalie. De façon générale, ce processus, il a été mené de façon à maximiser l'atteinte des populations cibles, l'adoption des interventions, leur implémentation et leur pérennité. Tout cela en tenant compte des résultats de la phase diagnostique et du contexte de mise en œuvre. Par exemple, une des caractéristiques du contexte qui était connu avant de co-construire ces interventions, c'était la faible disponibilité des infirmières scolaires dans les collèges et la faible disponibilité des médecins généralistes pour participer à la formation envisagée. En pratique,
Pour chaque intervention, un groupe de travail a été constitué avec des membres du consortium et des représentants des différentes parties prenantes, en particulier des professionnels de l'éducation nationale, des professionnels de centres de vaccination, des médecins généralistes. Et ce groupe de travail s'est réuni mensuellement pour définir le contenu de chaque intervention et élaborer les outils. De plus, le développement des outils, il a été itératif et à certaines étapes, il a associé d'autres parties prenantes, tout particulièrement des parents et des adolescents. Je vais maintenant vous présenter dans les grandes lignes le contenu de chacune des interventions, sachant que vous pouvez retrouver l'intégralité des outils de chacune sur le site de l'IRESP, dans les pages dédiées au projet. Alors, l'intervention d'éducation, motivation, mobilisation, elle comprenait différentes actions et outils. Tout d'abord, pour les parents, des réunions en ligne ont été organisées et animées par 2 experts. Puis, au cœur de l'intervention, pour les adolescents, 2 séances d'éducation de 2 heures ont été organisées sur le temps scolaire et ces séances étaient animées par des professionnels du collège dans la mesure du possible. Pour aider ces professionnels à animer les séances, nous avons élaboré une formation en ligne et un guide d'animation qui proposait une trame pour animer chacune des séances. De plus, pour animer ces séances, nous avons développé différents outils et que nous avons mis à disposition des intervenants, en particulier un jeu sérieux pour apprendre de façon ludique sur les HPV et la vaccination et inciter les adolescents à discuter de ce sujet avec leurs parents. De petites vidéos ont également été développées, adaptées aux collégiens et ces vidéos ont été conçues par des étudiants en médecine dans le cadre d'un concours qui a été organisé dans le cadre du projet. En termes d'acceptabilité, tous ces outils ont été positivement évalués par les intervenants, que ce soit en termes d'utilité perçue ou de facilité d'utilisation. Concernant l'intervention facilitation d'accès, il s'agissait d'organiser une ou plusieurs journées de vaccination en fonction du nombre d'élèves à vacciner, avec l'intervention d'une équipe mobile de vaccination, donc une équipe mobile d'un centre de vaccination à proximité du collège, pour proposer la vaccination gratuite au sein du collège. Dans ce projet, il est important de préciser que cette composante facilitation d'accès, elle a toujours été précédée de l'intervention éducation-mobilisation. Tous les documents nécessaires à l'organisation des journées de vaccination ont été co-construits par le groupe de travail, en particulier une checklist à l'attention de l'équipe mobile de vaccination, des documents d'information, consentement à la vaccination à destination des parents, une affiche que vous voyez en haut à droite de l'écran qui était apposée dans le collège pour informer sur la date de la journée de vaccination et pour rappeler aux collégiens de ramener leur consentement. Et puis des documents qui étaient remis après la vaccination aux élèves vaccinés pour rappeler aux parents le schéma vaccinal et également un document à l'attention du médecin généraliste pour l'informer que l'adolescent avait été vacciné. La dernière intervention avait pour objectif d'aider les médecins généralistes à aborder le sujet de la vaccination HPV et à en discuter avec les adolescents et leurs parents. Pour cela, compte tenu du contexte de la pratique de la médecine générale en France et du peu de temps disponible pour les médecins généralistes, une formation en ligne courte, pouvant être réalisée à n'importe quel moment, en plusieurs fois, a été conçue. Cette formation se voulait adaptée à la pratique de terrain, avec un certain nombre d'exemples mis en scène, en particulier pour la section de la formation qui était consacrée à une introduction aux techniques d'entretien motivationnel. De plus, un outil d'aide à la décision médicale partagée a été co-construit avec les médecins généralistes, et des parents et des adolescents. Cet outil, il a été conçu pour être utilisé pendant les consultations et il vise à aider les parents et les adolescents à prendre une décision éclairée vis-à-vis de la vaccination HPV. Sur le petit échantillon de médecins qui a participé à la formation dans le cadre du projet, nous avons observé un fort taux de satisfaction vis-à-vis du contenu de la formation et environ 2 tiers des médecins généralistes ont estimé que l'outil d'aide à la décision était facile à utiliser. Nous allons maintenant vous présenter quelques résultats sur l'effet des interventions. Tout d'abord, sur l'effet sur les couvertures vaccinales.
Donc pour cela, nous avons mené 2 types d'analyses pour étudier l'effet des interventions sur la couverture vaccinale chez les adolescents de 11 à 14 ans, 2 mois après la fin des interventions. Une analyse qui ne tient pas compte de la dose d'intervention reçue, c'est-à-dire qui ne tient pas compte de ce qui a réellement été mis en place en termes d'intervention sur le terrain, et une analyse qui tient compte de cette dose d'intervention. Nous pourrons, si vous le voulez, revenir dans la discussion sur le calcul de ces doses d'intervention pour chacune des interventions. Donc rapidement, ces analyses, elles montrent que dans les 2 cas, que ce soit en tenant compte de la dose d'intervention reçue ou non, la facilitation d'accès est associée à une augmentation significative de la couverture vaccinale dans la commune, avec un effet qui augmente lorsque l'on prend en compte la dose d'intervention de 5,5 points de pourcentage à 11,25 points de pourcentage. Concernant la formation des médecins généralistes, une augmentation significative n'est observée qu'en tenant compte de la dose d'intervention reçue. Ceci est lié à la faible participation des médecins généralistes à la formation. Par contre, quel que soit le type d'analyse, nous n'avons pas observé d'effet significatif de l'intervention éducation, motivation, mobilisation. Par ailleurs, dans le contexte d'inégalités sociales et territoriales de recours à la vaccination HPV, il était important de vérifier l'effet des interventions sur ces disparités, si elles permettaient éventuellement de les réduire ou tout du moins de ne pas les creuser. Et nous avons observé que l'effet de l'intervention facilitation d'accès était plus important dans les communes faiblement dotées en médecins généralistes, ce qui suggère que proposer la vaccination gratuite en milieu scolaire pourrait aider à réduire les inégalités territoriales de la vaccination HPV. Je vais maintenant repasser la parole à Nathalie Tilly qui va vous présenter l'effet des interventions sur d'autres critères de jugement. Merci Aurélie. Juste pour compléter, les résultats qu'a présentés Aurélie sur la couverture vaccinale étaient des résultats issus de données objectives avec des taux de couverture calculés à partir du système national des données de santé et à partir du nombre de vaccinations que nous réalisions dans le cadre des collèges. Mais à côté de ces critères objectifs, nous avons également recueilli des critères de jugement qui étaient plus subjectifs et notamment des critères de connaissance, attitude, comportement et pratique. Donc, vous voyez ici les résultats sur un critère combiné qui était « Est-ce que je me suis fait vacciner ?» déclaration de vaccination, ou est-ce que j'ai l'intention de me faire vacciner prochainement? Donc, cette question a été inclue dans un questionnaire qu'on a fait passer avant les interventions et après les interventions. Vous voyez ici les principaux résultats et on peut voir qu'on a un effet positif de 2 interventions. L'intervention éducation, motivation, mobilisation avec plus 12% en termes de vaccination autodéclarée ou intention de vaccination et un résultat également pour la facilitation d'accès avec plus 14%. Par ailleurs, nous avons testé l'effet de ces 2 interventions sur les connaissances, attitudes et croyances. Et vous voyez ici les résultats, donc avec à gauche l'éducation, motivation, mobilisation et à droite la facilitation d'accès. Et vous avez les résultats à tous les items du questionnaire et on peut voir que l'intervention éducative a un effet significatif sur un certain nombre d'items, une petite dizaine, qui sont de la connaissance, qui relèvent de la connaissance et de l'attitude. Alors que la facilitation d'accès, on voit que l'effet est bien moindre sur une quantité puisqu'on a un effet positif significatif que sur 2 items. Donc, en conclusion de tout ça, je dirais que nos résultats montrent que la facilitation d'accès a un effet positif sur les couvertures vaccinales mesurées objectivement. Ce que n'a pas l'intervention éducative. Par contre, l'intervention éducative, elle va agir sur les connaissances, elle va agir sur les attitudes,
mais pour autant, ça ne va pas se transformer en modification de comportement. Voyons maintenant quelques mots de discussion par rapport à ces principaux résultats. Alors, on peut conclure plusieurs choses de ce qu'on a mis en évidence. Tout d'abord, on voudrait signaler que mettre en place des interventions en milieu scolaire, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile. Ça nécessite de soulever des défis pour plusieurs raisons, parce que l'éducation nationale est très hiérarchisée, parce qu'ils ont un calendrier scolaire complet, contraint, ils ont peu de professionnels, il manque de personnel, de ressources en personnel, et tout ça a fait qu'avant la fin, on a quand même un tiers des collèges qui se sont désistés. Bon, par ailleurs, on sortait de l'épidémie Covid qui peut expliquer également ce désistement. Par rapport aux 3 composantes évaluées, on a d'abord la composante éducative. On reste à peu près persuadé que le travail qu'on a fait auprès des adolescentes, c'était un travail intéressant, mais que ça ne suffisait pas à changer les comportements parce que nous n'avons pas assez touché les parents. Et on voit que dans la réunion avec les parents avant l'éducation des adolescents, on n'a pu mobiliser que 1% des parents. Or, on sait très bien qu'à cet âge, c'est les parents qui sont décisionnaires de la vaccination ou pas. En termes de facilitation d'accès, on a pu prouver qu'elle permettait d'augmenter significativement la couverture vaccinale et, fait intéressant, de réduire les inégalités territoriales de santé. Par rapport aux inégalités sociales, elle ne les réduisait pas, mais elle ne les creusait pas non plus. La formation des médecins généralistes, on voit qu'elle peut s'avérer efficace si on tient compte de la dose, parce que la problématique, c'est même pas tant l'efficacité de la formation que la capacité à mobiliser et à atteindre les médecins généralistes qui ont un exercice extrêmement contraint. Finalement, on arrive à démontrer par cette expérimentation qu'on a un effet de la facilitation d'accès, donc de la vaccination en collège et de la formation des médecins généralistes quand on prend en compte la dose d'intervention, ce qui soulève des questionnements sur l'implémentation des interventions. Alors, par manque de temps, je ne vais pas détailler cette diapositive, mais juste pour faire passer un message de dire que cette expérimentation nous a appris beaucoup de choses sur les freins et les leviers à la vaccination en milieu scolaire, sur quels sont les circuits optimaux, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et à partir de notre expérimentation, on a pu dresser un logigramme des actions à réaliser pour avoir une campagne de vaccination optimale en collège. On a les actions qu'il faut réaliser le plus tôt possible après la rentrée scolaire, les actions à réaliser juste en amont de la journée de la vaccination et les actions à réaliser le jour J avec qui fait quoi, comment et pourquoi. Donc, je vais m'arrêter là à cause du temps contraint et je finirai par mes remerciements et on reste disponible pour vos questions. Et vous voyez également sur la diapo précédente les principaux chercheurs qui ont travaillé sur PrEV HPV. Merci beaucoup, Nathalie et Aurélie. Du coup, je reprends la parole. Yodi Tiffen, donc je travaille à l'IRESP. Je vais poser vos questions. Je ne pense pas qu'on puisse y répondre à toutes, pardon. On va commencer par la première. Quel a été le taux d'adhésion à la vaccination proposée au collège? Puisque j'ai mon micro ouvert, je vais ouvrir la réponse. On a en moyenne 15%. C'est à peu près équivalent chez les filles et chez les garçons. On a un peu moins de 15%, je crois. On a à peu près les mêmes résultats que lors de la première campagne lancée, la campagne nationale. Sachant que on ne sait pas à l'initiation
il y avait quand même un certain nombre, un certain pourcentage d'adolescents qui étaient vaccinés déjà, et on ne sait pas quel est le taux de vaccination initial. Élodie, votre micro est fermé. Nathalie. Je passe à la deuxième question. Pour la phase diagnostic, il s'agissait de focus group pour recueillir les avis, connaissances, croyances, ou bien via des questionnaires. Combien de personnes et élèves ont été concernés par ces interventions? Plusieurs questions en une seule. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas détaillé cette partie. En fait, il y avait de mémoire 4 types d'enquêtes dans 4 régions françaises. Il y a eu des enquêtes par questionnaire diffusées auprès des adolescents en collège qui le remplissaient en collège et auprès des parents. On a fait des entretiens individuels avec des médecins généralistes. On a fait des focus group avec des parents d'adolescents et des professionnels de l'éducation nationale. Et on a fait également des enquêtes de type conjointe vac avec les adolescents et les parents pour évaluer les préférences en matière de communication vaccinale. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses, Aurélie, tu peux compléter si c'est le cas. Non, je pense que ça a été exhaustif. Alors du coup, on va passer à la prochaine question. Est-ce que les infirmières des collèges peuvent vacciner si aucun organisme extérieur ne peut pas se déplacer? Ah, et c'est une question piège, ça. Alors, normalement, depuis 2024, les infirmières, comme les pharmaciens et les sages-femmes, sont autorisées à vacciner. Par contre, je ne sais pas si toutes les infirmières sont concernées parce que comme les infirmières des collèges dépendent de l'éducation nationale et pas du ministère de la Santé, je ne suis pas complètement sûre à 100% qu'elles peuvent le faire. Par contre, si dans la salle, il y a quelqu'un qui sait, je suis preneuse de la réponse. De même, si les sages-femmes peuvent pratiquer cette vaccination, donc ça revient un peu à la même Normalement, réponse. sages-femmes, infirmières, pharmaciens peuvent vacciner de toute façon à partir de 11 ans. Véronique? Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, je suis Véronique Giorsetti, je suis la responsable du service des vaccinations de la ville de Nice. J'ai vu qu'en connexion, il y avait aussi des personnes du CHU. Il y a d'autres personnes qui doivent aussi avoir la réponse comme moi. Donc, en fait, par rapport aux infirmières, donc effectivement, la législation a changé en août 2023. Il faut avoir une formation de 10h30 obligatoire pour pouvoir ensuite dispenser la vaccination. Et cette formation qui est dispensée et qui est ensuite enregistrée à l'ordre infirmier permet de pouvoir vacciner. Alors nous, par exemple, au sein de la ville, toutes nos infirmières ont fait cette formation validante, mais au sein de l'éducation nationale, ça n'est pas cette formation qui bloque, mais c'est plus justement un consensus. Il faudrait que l'éducation nationale accorde aux infirmières de faire cette formation et ensuite de vacciner. Donc, ça voudrait dire aussi la logistique sur place, ça voudrait dire toute une dimension organisationnelle et qui, à l'heure actuelle, n'a pas été encore accordée. Il faut la conservation des vaccins, les commandes, etc. Et il faut que toutes les infirmières soient d'accord. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse, Véronique. Je vous recoupe le micro et on va continuer sur les autres questions. Quelle a été l'adhésion à la deuxième dose? Je laisse répondre, Aurélie. Alors, dans le projet, on ne proposait pas la deuxième dose dans le cadre
de l'intervention pré-HPV. Et pour mesurer, donc on n'a pas d'informations en fait sur précisément, on a utilisé les données de l'assurance maladie pour estimer cette adhésion à la deuxième dose, mais en faisant des hypothèses, puisque quand il y a quand il y a un adolescent qui a une seule dose enregistrée dans les données de l'assurance maladie, on ne sait pas si c'est sa deuxième dose parce que la première a été faite au collège, parce que les données de collège ne sont pas enregistrées dans la CNDS, ou bien si c'est vraiment une première dose. Donc, on est en train de finaliser des analyses sur l'effet des interventions à 12 mois en faisant des hypothèses sur la réalisation de cette deuxième dose. Est-ce que tous les élèves qui ont été vaccinés au collège ont fait cette deuxième dose en médecine de ville ou non? Sachant que quand on regarde les données de Santé publique France de réalisation de cette deuxième dose, dans le schéma classique de vaccination en soins primaires, enfin, ou en soins de ville, quasiment tous les adolescents qui ont initié la vaccination font la deuxième dose. En tous les cas, nous, dans le cadre de l'intervention qu'on proposait, on ne proposait que l'initiation à la vaccination. Donc, que la première dose. Merci pour ces réponses. Je pense qu'on va poser la dernière question. Il est déjà 27. Sachez qu'il y a un replay qui sera disponible dans les semaines qui vont suivre. Et si vous avez d'autres questions, vous pourrez les poser à l'adresse mail que nous allons mettre dans le chat. Alors, dernière question. Pouvez-vous nous expliquer comment a été organisée l'interdisciplinarité dans un aussi grand consortium, pardon. Pourquoi parlez-vous d'interdisciplinarité plutôt que pluridisciplinarité? Alors, c'est une question difficile. C'est une question de sémantique entre pluridisciplinarité et inter. En fait, la pluridisciplinarité, c'est l'idée de se dire il y a plusieurs disciplines qui collaborent en octroyant un bout du projet à chaque discipline. Alors que quand on parle d'interdisciplinarité, on a vraiment des briques du projet qui sont faites conjointement entre plusieurs disciplines. Vous voyez, au lieu de morceler, par exemple, un projet en 10 work packages et de dire un tel, ça sera les psychologues, un tel, c'est les épidémios, etc., on travaille ensemble sur des objectifs communs. C'est pour ça qu'on utilise plutôt inter que pluri. Après, c'est pas forcément évident de travailler en inter ou en pluridisciplinarité parce que on a des cultures différentes, on a des façons de s'exprimer différentes, on a des façons de raisonner qui sont différentes. Et ça, c'est vrai que initialement, il faut prévoir du temps pour s'approprier la logique et les méthodes des autres. Et après, je dirais que, il faut se faire confiance et travailler ensemble. Et c'est dans l'action qu'on arrive à produire des choses intéressantes. Moi, je trouve personnellement que, en tant que chercheur, c'est finalement les projets les plus intéressants parce que on apprend des autres disciplines. Je ne sais pas si tu veux compléter, Aurélie. Oui, je pense que, enfin, moi j'ai rejoint le consortium quand il était déjà constitué et que je pense qu'il y avait déjà cette confiance qui était installée, mais c'était vraiment riche d'avoir, notamment dans tous les comités de pilotage mensuels, le regard d'épidémiologistes, de psychologues de la santé, de spécialistes en médecine générale, euh, y compris sur des aspects qui relevaient pas de de leur discipline initialement, mais on construisait vraiment un projet commun et chacun apportait son regard. Mais c'est vrai que ça nécessite d'être ouvert aux
aux autres disciplines, aux autres approches et de remettre en question aussi parfois sa façon de faire. Mais c'est pour le bien du projet, je pense. Alors, merci pour ces réponses. Peut-être une toute dernière. Pouvez-vous nous communiquer des associations qui peuvent intervenir pour vacciner, s'il vous plaît? Alors nous, on a fait appel au centre de vaccination, c'est-à-dire que pour chaque collège dans lequel on devait mettre en place les facilitations d'accès, on a regardé quel était le centre de vaccination le plus proche et on a contractualisé avec les centres de vaccination. Après, effectivement, il y a peut-être aussi des associations, mais nous, on n'a pas eu recours à des associations. Si je peux compléter, Oui. parfois les centres de vaccination, qui sont intervenus pouvaient dépendre de CHU, ça pouvait être des centres de l'assurance maladie et également dans un territoire, au final, on n'a pas eu recours à ces intervenants-là, mais ils étaient motivés pour le faire. C'était des médecins d'une CPTS. Donc selon les territoires, il peut y avoir des ressources de nature un petit peu différentes. Merci pour vos réponses, vos questions. Le café de l'IRESP se termine. J'ai mis l'adresse mail si vous souhaitez poser d'autres questions que je communiquerai à Nathalie et Aurélie. Un replay sera donc disponible dans les semaines qui vont suivre. Suivez-nous sur LinkedIn pour ne pas le rater. Encore merci Nathalie et Aurélie. Voilà, si vous voulez un dernier mot, je vous laisse. Merci à tous d'être venus très nombreux et merci pour vos questions. Oui, Merci. merci à l'IRES pour l'invitation et à tous les participants.